Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'émission Plateforme Santé où je vous rappelle notre adage, mieux vaut prévenir que guérir. Et quand on parle de prévention, on parle aussi de dépistage et il sera question aujourd'hui de troubles du langage chez l'enfant et nous avons le plaisir d'accueillir l'orthophoniste Muriel Auburn. Bonsoir. Bonsoir. Et le docteur Marcel Ichou pour en parler. Alors on va commencer tout de suite par des questions, ce qu'on connaît dans les troubles du langage chez l'enfant. Le bégaiement, et je vais faire attention à ma façon de prononcer, parce que le trac aussi, ça fait faire des troubles du langage. Le bégaiement, la dyslexie, quels sont ces troubles du langage? Alors, la dyslexie, on ne les répertorie pas dans les troubles du langage, en tout cas oraux, comme le bégaiement, mais la dyslexie, c'est un trouble du langage écrit. Donc c'est déjà un secteur un petit peu différent, mais dans le trouble du langage oral, le bégaiement est effectivement très connu, mais ce n'est pas ce que l'on rencontre le plus souvent dans notre pratique professionnelle. Ce que l'on rencontre le plus souvent, ce sont les troubles de l'articulation, les fameux petits feux qu'on appelle stigmatisme, que tout le monde connaît. Oui. Les troubles de la parole, qui sont très importants, qui ont un rôle très très important par rapport à l'apprentissage de la lecture, et le trouble du langage oral, qui peut aller jusqu'à une dysphasie, qui là est un trouble sévère du langage oral. C'est quoi la dysphasie? Alors dysphasie, on est déjà dans une pathologie lourde, avec les trois secteurs de langage qui sont perturbés, donc au niveau de l'articulation, de la parole, du langage oral, avec éventuellement ce qu'on appelle un agrammatisme, c'est-à-dire que l'enfant ne construit pas ses phrases correctement, il n'utilise pas les mots outils, comme les pronoms, les prépositions, ce genre de choses, ou bien il décline mal au niveau grammatical les verbes, surtout les verbes irréguliers, comme des verbes prendre, venir, etc. Alors là, on parle déjà d'un trouble, je dirais, installé. Maintenant, on va parler justement de ce fameux dépistage. Et puis là où vous intervenez, vous les orthophonistes, à quel moment, comment ça se passe en fait la découverte? Parce qu'un enfant commence à parler à l'âge de 2 ans, mais avec des phrases qui sont très courtes, de quelques mots. À 3 ans, ça commence à devenir un peu plus élaboré. Comment ça se passe pour déceler, parce que ça peut être l'instituteur, les parents, comment on peut s'imaginer, parce que des fois c'est juste... On peut dire que souvent quand même les médecins sont très vigilants maintenant, ils ont une bonne formation quand même maintenant en matière de prévention des troubles du langage oral, et bon, surtout les pédiatres qui voient les enfants jeunes sont quand même très à l'écoute de ce que peuvent formuler les parents aussi maintenant quand même sont beaucoup plus concernés grâce entre autres à des émissions de vulgarisation comme celle-là qui permettent quand même d'avoir l'information. Bon, évidemment, les enseignants aussi maintenant sont très très à l'écoute, et puis le bouche à oreille, les parents entre autres vont se dire oh t'as ton enfant, dis donc on le comprend pas très bien quand il parle, et donc on peut avoir facilement des gens qui viennent directement juste vous voir pour savoir si on a une inquiétude. Voilà. Mais la démarche classique, c'est de passer par son médecin traitant qui, lui, va faire une prescription d'un bilan orthophonique. Et l'orthophoniste va faire donc un bilan avec une analyse des différents problèmes et va éventuellement mettre en place une rééducation. Évidemment, quand on reçoit un enfant aux alentours de l'âge de 3 ans, c'est quand même un stade relativement précoce, mais on peut déjà quand même juger de ce que l'on peut penser être une simple immaturité, où effectivement un enfant qui n'a pas trop envie de se fatiguer, et puis que maman comprend très très bien, et là quelques conseils éducatifs suffisent, ou bien d'un enfant qui a déjà quand même de grosses difficultés de répétition, que l'on va pouvoir juger avec des mots, ou plutôt des pseudomots, type logatome, ce que l'on appelle logatome, c'est-à-dire des mots qui n'existent pas, et déjà qui permettent quand même de comprendre qu'un enfant qui a de grosses difficultés de répétition risque d'avoir des difficultés du langage qui vont être importantes, voire sévères. Donc ça c'est dès 3 ans, mais je dirais que le trouble du langage chez l'enfant, c'est plutôt à quel âge en fait, et là que vous commencez à intervenir vraiment avec une rééducation? La plupart du temps, classiquement aux alentours de 4 ans. Entre 4 et 5 ans, c'est là qu'effectivement il est très important de normaliser le langage de l'enfant de façon à pouvoir aborder le langage écrit qui se prépare la plupart du temps maintenant. Dès la grande section de maternelle, pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle la phonologie, c'est-à-dire tous les sons, la mémoire auditive, les manipulations de sons, les manipulations de syllabes. Un enfant qui a un trouble de la parole ou du
langage, voire un trouble d'articulation, peut avoir de très importantes difficultés de manipulation. Et ça, c'est un entraînement. De manipulation, des sons, de mémoire des sons, exactement. Et de mémoire, et de manipulation à l'endroit, à l'envers, les intervertir, comprendre ce qui démarre un mot, ce qui le termine, ce que l'on entend au milieu. Et ça, c'est la chose absolument fondamentale pour pouvoir mettre en place après la lecture et le langage écrit. Alors là, en fait, vous commencez, comment se passe la rééducation et finalement, on obtient de très bons résultats. Enfin, c'est là où il faut encourager, j'ai bien envie pour les gens qui nous écoutent. Effectivement, je crois qu'on peut dire que c'est une profession qui est très gratifiante parce que la plupart du temps, les démarches qui sont faites par les parents, qu'elles soient par eux-mêmes ou adressées par un enseignant ou par un médecin, et bien la plupart du temps, ça donne quand même des résultats extrêmement positifs. Et ça permet d'aborder la scolarité et la vie en général sous bien meilleurs auspices. Vous n'intervenez pas qu'à cet âge de la vie, vous intervenez aussi bien après, bien souvent, et complètement, je dirais, à l'autre bout de la vie aussi. Alors dans quel cas ? Alors, je pense qu'on peut dire on intervient à toutes les étapes de la vie. Donc, on a commencé avec effectivement la prévention entre 3 et 4 ans, et puis très vite les troubles du langage oral, donc jusque vers 6-7 ans, l'apprentissage de l'écrit, mais aussi bien vite au niveau des adultes, que ce soit donc au niveau de la voix lorsqu'on parle de dysphonie, c'est-à-dire des troubles de la voix, entre autres chez les enseignants, les chanteurs, les professionnels de la voix, les animateurs, pourquoi pas. Mais sur les cordes vocales abîmées. Exactement. Il peut y avoir des pathologies des cordes vocales de type nodule ou polype et qui là aussi peuvent disparaître de façon extrêmement positive grâce à la rééducation vocale. Dans le premier âge de la vie, vous travaillez beaucoup avec les pédiatres, je suppose. Les pédiatres, les médecins généralistes. À cet âge plus avancé, c'est les ORL. Les ORL, beaucoup, les phoniatres aussi, et puis évidemment après toute la partie neurologique autour de toutes les pathologies neurologiques type aphasie, traumatisme, à la suite d'accidents vasculaires ou de pathologies tumorales ou dégénérescence, Alzheimer, etc. Tout le monde connaît ça maintenant. Alors quand on parle, pour revenir un peu sur l'âge de l'enfant et puis ces troubles-là, ces troubles du langage, qu'est-ce qu'on appelle dysorthographie? J'ai lu ça en préparant l'émission. Là, on attaque toute la série des 10, c'est-à-dire que donc on a parlé de dysphasie pour ce qui concerne le langage oral. On va parler de dyslexie, c'est le 10 entre guillemets qui est le plus connu, mais qui s'accompagne très souvent d'une dysorthographie, c'est-à-dire que l'enfant a beaucoup de mal à orthographier. Une dysgraphie, l'enfant va avoir beaucoup de mal à écrire. Une dyspraxie, beaucoup de mal à combiner plusieurs gestes moteurs à la fois, mais aussi des difficultés de concentration, etc. Alors ça vient d'où finalement en fait? Est-ce qu'on en connaît les causes de ces parce que j'imagine qu'il y a des rééducations qui sont adaptées à chaque enfant. C'est parce que c'est lié aussi peut-être à d'autres phénomènes. En fait, comment vous arrivez à les... Je pense qu'on a surtout maintenant une meilleure connaissance, mais je crois qu'on peut dire surtout que c'est quand même une origine neurologique. Pour la plupart du temps, avec un pourcentage au niveau de la population quand même qui est aux alentours de 4% au niveau des enfants dyslexiques, c'est-à-dire à peu près un enfant par classe. Alors c'est sûr que on aurait tendance à penser aussi il y a tous les petits problèmes peut-être de conflits familiaux, d'immaturité, de conditions de vie qui sont un petit peu difficiles aussi pour les enfants. Qui peuvent déclencher un divorce par exemple, enfin une difficulté dans la famille ne peut pas déclencher une maladie comme ça, ça n'a rien à voir. Absolument pas. D'accord. Ça, c'est inhérent. L'enfant, la dyslexie, c'est quelque chose que l'on porte. On retrouve même des origines, on les retrouve au niveau familial, les dyslexies. Mais la seule chose, c'est qu'elles sont loin d'être facilement identifiées. C'est très difficile de faire un diagnostic de dyslexie parce que les capacités intellectuelles des enfants sont souvent bonnes, voire meilleures que la normale. Donc ces enfants peuvent développer par eux-mêmes des stratégies de compensation. Et souvent au niveau des parents et des enseignants, c'est très difficile de faire. Je voudrais juste faire une précision, c'est qu'en matière neurologique, il n'y a pas de frontière entre l'inné et l'acquis, le matériel et le psychologique, et que mettre ces frontières, c'est tout à fait artificiel. Tous les travaux récents montrent que
c'est un tout, un continuum entre la psychologie et je dirais le substrat neurologique. Donc il n'y a pas de frontière. Donc c'est extrêmement compliqué.